Pollution, perturbateurs endocriniens ou encore épidémie d'Ebola ou de Zika, la liste des maladies et des menaces qui pèsent sur notre santé, sur notre environnement s'allonge. Avec nous pour en parler, Gilles Butch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, vous êtes président du conseil scientifique du CNRS en France. Ancien président, pardon, le Centre national de la recherche scientifique. Et vous avez co-dirigé ce livre qui s'appelle Écologie de la santé. C'est donc sous votre direction avec la collaboration de plusieurs chercheurs et scientifiques. On va essayer de comprendre avec vous quel est donc ce concept de l'écologie de la santé. On n'est pas habitué à entendre les deux mots juxtaposés, écologie et santé. C'est quoi au juste? Effectivement. Jusqu'à présent, la santé faisait appel à des thérapies, c'est-à-dire que quand les gens avaient une pathologie, eh bien, il fallait les soigner. Et nous, les gens de l'écologie, on a essayé d'intégrer l'écologie justement dans la santé. Ouais. Le principe est relativement simple. Et ça ne vient pas de nous, malheureusement, ça vient des collègues américains. Pour avoir une population humaine en bonne santé, il faut qu'elle vive dans un environnement en bonne santé, avec des animaux en bonne santé et avec des plantes aussi en bonne santé. Donc problème des herbicides, problème des farines animales qu'on va donner à manger aux animaux, etc., etc. Donc c'est un nouveau regard, une nouvelle conception que l'on doit avoir sur nos rapports à l'environnement. En quoi y a-t-il, Gilles Butch, urgence aujourd'hui en 2017 à prendre en compte cet environnement et son impact, dans tous les cas, sur son état, sur notre santé? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un réchauffement climatique que tout le monde connaît. Des pathologies transmissibles du sud risquent de remonter vers le nord. Vous parlez aussi d'ailleurs du fameux moustique tigre, notamment, Absolument. Qui se trouve déjà dans le sud de la France. Absolument. Vous avez aussi des pathologies du nord qui n'existaient pas au sud, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Donc, ceux-ci se croisent. Vous avez aussi tous les problèmes de pollution, tous les problèmes d'insecticides, qui, effectivement, affaiblissent les résistances de l'homme face à la maladie. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus large de ce problème de santé, d'introduire les problèmes d'environnement, et, tant que faire se peut, et c'est le grand concept, c'est finalement essayer d'éviter de tomber malade. Donc il faudrait plus faire de la prévention par rapport aux maladies transmissibles, par rapport aux maladies chroniques, que de faire de la thérapie. Et vous parlez aussi dans ce livre d'une question d'actualité. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé nous a alertés sur les superbactéries qui résistent aux antibiotiques. Peut-être d'ailleurs un mot à ce sujet? Alors, les bactéries résistent de plus en plus aux antibiotiques, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas tués par les antibiotiques, eh bien, se reproduisent et deviennent beaucoup plus résistants. S'adaptent. Ils s'adaptent en quelque sorte. C'est un processus un petit peu darwinien, on va dire. Alors concrètement, quelles sont les conséquences pour notre santé de cette dégradation de l'environnement? Vous évoquez une chaîne, notamment la chaîne alimentaire. Alors, on a deux problèmes. Avec les déplacements sur la planète, qui sont de plus en plus nombreux, les pathogènes peuvent circuler, les vecteurs comme les moustiques circulent, etc., etc. D'un autre côté, on a changé notre mode de vie. Au niveau de la planète, on a une alimentation beaucoup plus riche, beaucoup trop riche. Sucre, sel, industriel, gras, lipides, etc., qui évidemment pose des problèmes. Moi, je travaille en Afrique. Eh bien, en Afrique, vous avez depuis une dizaine d'années une explosion de l'hypertension artérielle et du diabète. C'est lié à un changement de comportement alimentaire et une diminution de l'activité physique, puisque ça s'est observé d'abord dans les villes, où les gens ont des voitures et se déplacent beaucoup moins. Et maintenant, ça commence à toucher les campagnes, qui, eux aussi, voient l'hypertension et le diabète en train d'exploser. Alors, on a aussi beaucoup entendu parler, ça s'est quelque peu estompé dans la campagne présidentielle française, des perturbateurs endocriniens. On a même vu des élus européens, notamment José Bové, se prêter à des tests capillaires pour savoir s'ils étaient eux-mêmes touchés par ce problème de santé. Ça avait beaucoup surpris les tests, ils s'étaient révélés positifs. Oui, alors, évidemment, dans tout ce que l'on peut utiliser comme produit, les produits évidemment alimentaires, les produits cosmétiques, tout ça, évidemment, l'industrie chimique a dû utiliser des produits pour que ces produits soient efficaces. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ceux-ci peuvent avoir des impacts extrêmement négatifs sur la santé humaine. La Commission européenne a mis en place des groupes d'études qui travaillent là-dessus. Donc attendons un petit peu les résultats, mais soyons quand même dans le principe de précaution.
c'est beaucoup plus raisonnable. Comment la santé publique pourrait-elle prendre aujourd'hui en compte cet aspect de l'écologie de la santé? Vous évoquez vos confrères américains qui, eux, sont sensibles à cette question. C'est les vétérinaires américains qui avaient réfléchi à ce concept et qui avaient quand même, je trouve, bien réfléchi. Aujourd'hui, comment peut s'opérer le lien entre politique de prévention, impérative, le disiez-vous, et justement les campagnes de sensibilisation? Il ne faut pas prendre en compte simplement que la pathologie qu'on a, mais l'environnement de cette pathologie. Et regarder tous les facteurs qui vont concourir à la freiner ou à la développer. Et il faudrait essayer que les pouvoirs publics, en particulier au niveau de la santé, développent des politiques de prévention et non pas que des politiques de thérapie. Alors évidemment, ça n'arrange peut-être pas les affaires de tout le monde, mais ça, c'est un autre débat. Alors, on est beaucoup regardé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, comme tous les soirs. Vous travaillez actuellement à Dakar sur les relations entre la ville et la santé, l'urbanisation justement. Quels enseignements tirez-vous de vos travaux à l'heure qu'il est? Alors nous, on travaille surtout sur les maladies chroniques non transmissibles, c'est-à-dire sur le diabète et l'hypertension. Par exemple, l'obésité, qui est un facteur de risque extrêmement important, est en train aussi d'exploser. Le diabète devient très préoccupant et l'hypertension, on n'en parle même pas, c'est 30% à Dakar, ce qui est quand même énorme. Mais ça, c'est l'aspect, pardonnez-moi de vous couper, négatif des choses. Est-ce que dans le même temps aussi, quoi que l'on pense de cette modernisation, est-ce qu'elle n'augmente pas l'espérance de vie aussi dans cette région du monde? Le paradoxe, c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que nous avons un mal-être sanitaire plus important, mais pourtant l'espérance de vie continuait à grandir. Maintenant, il commence à s'infléchir. Ça se tasse, ouais. Et surtout, ce qui est plus préoccupant, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue. C'est-à-dire qu'on va vivre peut-être plus longtemps, mais pas en très bonne santé, quoi. Alors revenons sur le Sénégal, justement, sur vos travaux. Alors le Sénégal, le problème, il est double. C'est qu'effectivement, il y a des pathologies modernes qui apparaissent, donc les maladies dites du Nord, savoir l'hypertension, le diabète, liées à l'alimentation. Il n'empêche que les maladies transmissibles continuent quand même d'exister, même si elles diminuent un petit peu. C'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des maladies chroniques, une diminution des maladies transmissibles, comme le paludisme. Malheureusement, ils ont les deux. Ça s'appelle le double fardeau. C'est-à-dire que les maladies transmissibles, bien qu'au Sénégal, il y ait quand même des chutes significatives du palu, mais vous avez quand même encore beaucoup de palud et vous avez l'arrivée des maladies chroniques non transmissibles. Vous travaillez notamment auprès de la population Peul. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'urbanisation et justement l'état de santé des citoyens? C'est ce qu'on croyait, c'est ce que tout le monde dit, ce que tout le monde écrit. Tout ceci sont des maladies urbaines. Mais nous, on a trouvé dans le petit village où on travaille de Peul, Ouidou Tiangoli, on ne fait pas de pub, mais... il y a une augmentation de l'hypertension, mais qui est due aussi à un changement alimentaire. C'est-à-dire que les gens ont changé d'alimentation, ils mangent beaucoup plus salé, et effectivement, ça leur fait monter l'hypertension. Alors, le travail qu'on fait avec eux, c'est aussi d'essayer de voir les ressources locales en termes de plantes médicinales, parce que ça, c'est le deuxième problème pour l'Afrique, c'est que les médicaments et les soins coûtent très cher. Donc, il faut trouver des réponses pour lutter contre ces pathologies. La plus raisonnable serait de faire de la prévention par de la pédagogie, en expliquant aux gens qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, comment il faut se comporter, etc. Alors vous penchez aussi, vous vous intéressez à l'impact socio-écologique de la mise en place de ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. En quoi consiste le projet? Peut-être d'abord pour rappel, quel est l'intérêt et où en êtes-vous? Alors, la Grande Muraille Verte, c'est un projet panafricain, ce n'est pas un projet mondial, c'est les Africains qui ont décidé. C'est Dakar-Djibouti, c'est-à-dire 7100 km de long, sur 15 km d'ouest en est, 15 km de large. Et l'idée n'est pas de lutter contre l'arrivée des dunes du Sahara, mais de lutter contre le processus de déversification, c'est-à-dire empêcher qu'il n'y ait plus du tout d'humidité, qu'il y ait trop de sécheresse, etc. Donc ces arbres sont un outil absolument extraordinaire. Il faut les planter. Le problème, c'est qu'il ne pleut pas. Il pleut 2 mois par an, donc il faut profiter de ces 2 mois pour pouvoir les faire démarrer. Et après, ça va vous donner de l'ombre, ça va faire pousser des herbes dessus qui ont besoin d'ombre, ça va vous modifier l'écosystème et ça aura des impacts sur la santé des populations. Moi, je m'intéresse à l'impact de cette Grande Muraille Verte sur la santé des populations. C'est un projet pharaonique auquel je crois parce que... Et qu'est-ce que ça donne à l'heure qu'il est? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il fait vraiment très chaud. Là, on a eu trois étés extrêmement chauds et très peu pluvieux. Ça n'aide pas les plantes à pousser. Mais on est en train de réfléchir à des systèmes, à des innovations pour pouvoir stocker de l'eau pour que les plantes puissent en profiter. Comment, selon vous, aujourd'hui, alors, vous qui êtes anthropologue, conciliez justement la modernisation, le progrès,
qui passe aussi, disons-le parfois, par l'urbanisation et justement la préservation de la santé? Alors, l'urbanisation, c'est dû à la migration des populations rurales vers les villes. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'emplois dans les campagnes. On a vu d'ailleurs au Niger récemment un mouvement des paysans vers la capitale Niamey. Hein. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien à manger. Justement, l'intérêt d'une plantation comme la Grande Muraille Verte, ça va être de donner des ressources et de l'emploi aux populations locales. Il va falloir s'occuper des arbres. Ces arbres ont des fruits, ces arbres ont de l'huile. Enfin, il y a des tas de ressources dedans. Donc déjà, on va essayer de sédentariser ces populations localement et pas les laisser partir en ville. C'est peut-être la réponse. En ville, c'est très compliqué parce que les villes croissent. Vous savez que dans 20 ans, la moitié de la population du monde vivra dans des villes. Et il va falloir le gérer en termes d'hygiène, etc., etc. Donc si on veut faire de la prévention, peut-être que la première étape de la prévention, c'est d'empêcher que les villes grandissent trop. Et les États ont-ils pris conscience de cela, selon vous? Je pense, oui, qu'ils ne sont pas stupides, ils ont quand même pris. Mais le problème, après, c'est qu'il faut trouver des moyens. Il y a des intérêts parfois opposés. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver des réponses qui soient satisfaisantes aussi pour le bien-être des populations. Si les gens sont très mal où ils vivent et qu'ils vont en ville pour essayer d'être mieux, à ce moment-là, il faut un petit peu améliorer la ville, je suis d'accord. Mais essayons de les faire rester où ils sont et qui vivent dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Gilles Botch, anthropologue, donc ex-président du conseil scientifique du CNRS en France. Écologie de la santé pour une nouvelle lecture de nos mots. C'est aux éditions du Cherche Midi. Un livre à lire. Un livre à lire absolument et à mettre entre toutes les mains, notamment des décideurs. Merci.